Archéophiles, bonjour et bienvenue. En Chine, des archéologues ont annoncé avoir retrouvé la tombe de l'empereur Huangdi, aussi connu sous le nom de Liuzi, appartenant à la dynastie des Han orientaux. Cette dernière se trouverait dans un mausolée situé à proximité du village de Baikaopo dans la ville de Luoyang, dans la province du Henan, qui était aussi l'ancienne capitale historique de cette dynastie. Les fouilles ont démarré en 2017 et ont permis de mettre au jour un cimetière contenant plus de 100 tombes, pouvant remonter à 2200 ans. Le mausolée est situé au nord-est de ce cimetière et forme un vaste complexe de couloirs, de terrasses, de puits, ainsi que de canaux de drainage, le tout divisé en différentes sections formant un palais souterrain. Le spécialiste, Wang Xiangqiu, a souligné que la nouvelle découverte était d'importance pour étudier la disposition de la tombe et les pratiques funéraires sous les empereurs des Han orientaux. Un vase en pierre avec une inscription mentionnant sa date de création, faisant référence au règne de Liu Hong, successeur de Liuzi et correspondant à l'an 18, et suite à des analyses de documents historiques, les chercheurs ont indiqué que Liu Hong avait construit le mausolée pour son prédécesseur après sa mort. Tout commence en 1870 dans un chantier archéologique du nord de la France, dans l'Aisne, près de la petite commune de Concevreux. Les archéologues découvrent un chevalet de lyre en bronze dans une sépulture mérovingienne du 7e siècle. L'objet sera acquis par le musée archéologique de Cologne, en Allemagne, où il sera mis en réserve et oublié jusqu'en 2017. Son histoire arrive alors aux oreilles de 2 Français, chercheurs en archéomusicologie, des spécialistes de la fabrication et de la reconstitution d'instruments anciens de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge. Ils s'appellent Julien Cuvillier et Audrey Lecogne, qui ont notamment fondé le pôle de recherche, d'interprétation et d'archéologie expérimentale des Côtes d'Armor. L'objectif est rapidement fixé, reconstituer la lyre et son chevalet le plus historiquement possible. 5 étapes suivront. Les 3 premières feront appel à des technologies de pointe, numérisation 3D du chevalet, photogrammétrie et vibrométrie laser afin d'identifier sans abîmer la composition exacte et les propriétés vibratoires. Puis arrive le moment de la reconstitution du chevalet. 2 exemplaires doivent être produits, un pour la recherche et un second pour des concerts. La lyre sera reconstituée en bois de chêne en s'inspirant des techniques utilisées par les Francs. Les fouilles menées par l'INRAP sur le site de l'aéroport de Clermont-Ferrand à Aulnat, dans le Puy-de-Dôme, ont abouti à la découverte de la tombe d'un jeune enfant, inhumé au début du 1er siècle de notre ère, âgé probablement d'1 an selon les estimations des anthropologues. Ce dernier était également accompagné d'un chiot, muni d'un collier et d'une clochette. Autour du cercueil disparu ont été disposés une vingtaine de récipients, principalement des vases et des balsamères, petits contenants destinés aux huiles et aux parfums, et différents éléments de boucherie, un demi-cochon, 3 jambons, et même 2 poules. L'enfant était accompagné de quelques effets personnels, une fibule, un cerceau et sa baquette, ainsi qu'une dent de lait appartenant probablement à un membre de la fratrie. Le chien inhumé à proximité de l'enfant dans une tombe dite d'accompagnement portait un collier cerclé d'appliques en bronze et d'une clochette. La Cima de los Huesos, la fosse aux os, retrouvée près de Burgos dans le nord de l'Espagne, est un avène contenant un gisement paléolithique âgé de 430 000 ans. Fouillé depuis 1984, il a permis de récupérer plusieurs milliers de fossiles correspondant à au moins 28 hominidés. L'analyse de nouveaux ossements révèle une histoire troublante. Les anthropologues, Juan Luis Arzuaga et Antonis Bartsiokas, de l'Université Démocrite de Thrace en Grèce,
affirment qu'à leur époque, ces hominidés étaient peut-être capables d'entrer en état de torpeur ou d'hibernation comme les ours. Quand un ours se réveille de sa torpeur prolongée, un état de sommeil économiseur d'énergie, ses os et ses muscles sont relativement les mêmes qu'avant. Ces mammifères développent des processus métaboliques permettant de les protéger de ce sommeil. Toutefois, il arrive que la machine s'enraye si les animaux n'emmagasinent pas suffisamment de graisse avant l'hiver. Ils peuvent alors souffrir de rachitisme, d'hyperparathyroïdie ou d'ostéite fibreuse, laissant des marques sur les os. Selon les chercheurs, ces mêmes lésions ont été isolées sur certains ossements. Ils soulignent également que certains fossiles présentent des caractéristiques suggérant que la croissance s'interrompait chaque année pendant plusieurs mois et que de nombreux mammifères, y compris des primates tels que les lémuriens de Madagascar, ont évolué pour pouvoir hiberner, suggérant donc que la base génétique et la physiologie d'un tel hypométabolisme pourraient être préservées chez de nombreuses espèces de mammifères, y compris les humains. Les auteurs examinent également un contre-argument, en prenant en compte les peuples inuits et samis qui vivent dans des conditions tout aussi dures et froides, mais qui pourtant n'hibernent pas. À cette analyse, les chercheurs rappellent que les poissons gras et la graisse de renne fournissent aujourd'hui suffisamment de nourriture à ces peuples pour qu'ils puissent passer l'hiver. En revanche, le site de Sima, il y a un demi-million d'années, ne proposait pas suffisamment de nourriture riche en graisse pour les locaux. Aussi, d'après eux, une stratégie d'hibernation aurait été la seule option possible. Avant de pouvoir affirmer qu'ils aient effectivement hiberné, nous devons nous rappeler que cette recherche est très préliminaire. Selon l'anthropologue légiste pratique Randolph Kinney de l'université Northumbria à Newcastle, l'argument est très intéressant et stimulera certainement le débat. Cependant, il y a d'autres explications pour les variations observées dans les os de Sima. Celles-ci doivent être traitées complètement avant que nous puissions arriver à des conclusions réalistes. En l'an 9 de notre ère, les légions romaines sous le commandement de Publius Quinctilius Varus subissent l'une des plus cuisantes défaites de leur histoire. Plus de 20 000 hommes, dont 15 000 légionnaires et 5 000 troupes auxiliaires, furent massacrés ou mis en esclavage. Vaincus par une puissante coalition de peuples germaniques menée par le chef chérusque Arminius. Au cours de l'année 2018, en balayant la paroi d'une tranchée de fouilles avec un détecteur de métal, des archéologues du musée de Kalkries en Allemagne ont découvert une armure romaine la plus complète et la mieux conservée à ce jour. Après avoir extrait le bloc de terre d'où provenaient les signaux, les chercheurs ont pris la précaution de le scanner. Ceci afin d'éviter de voir s'oxyder au contact de l'air libre les objets métalliques qu'ils pouvaient contenir. C'est lors de cette analyse qu'ils ont eu la surprise de découvrir la présence dans les sédiments d'une splendide armure romaine. Il s'agit d'un modèle de Lorica segmentata, explique Jan Lebrecht, spécialiste des armées romaines. On peut voir des représentations de cette cuirasse articulée, portée par des légionnaires et des gardes prétoriens, sur les bas-reliefs de la colonne Trajane à Rome. Elle se composait d'une série de plaques en fer, reliant entre elles par des charnières et lanières de cuir, qui permettaient des réglages et l'adaptation de l'armure à la morphologie de chacun. Par le passé, seuls de minuscules fragments de ces cuirasses avaient été recueillis dans la péninsule ibérique, en Bretagne ou dans la région du Danube. Nous arrivons au terme de cette nouvelle série d'actualités archéologiques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.